Bonsoir, soyez les bienvenus. Il est auteur, poète, critique d'art et littéraire. Il nous vient de la République du Congo, que d'aucuns appellent le Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, Emeraude Kouka est l'invité de Célébrité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir Mano Maner, Voilà, merci. c'est un plaisir et un honneur de vous avoir dans ce programme. Comment se porte Emeraude Kouka? Emeraude Kouka se porte bien. Voilà, alors vous avez suivi les médias ces 3 derniers mois. Qu'avez-vous retenu? Deux événements principaux ont retenu mon attention. Il y a déjà le discours très fort, puissant, engagé de la jeune Greta Thunberg, cette jeune Suédoise de 16 ans, aux Nations Unies, qui toujours milite pour le climat. C'est une jeune fille qui nous ramène un peu à cette conscience du monde qui n'affleure pas toujours dans les actions politiques de nos pays. Et il y a aussi la procédure de destitution de Donald Trump, le fameux impeachment, qui, on le sait, pourrait mettre fin à un épisode politique assez grotesque qu'on constate à la Maison-Blanche. Mais en même temps, c'est une situation préoccupante pour le monde, parce que par rapport aux actions économiques, politiques que les États-Unis entretiennent avec la Chine, avec la Russie, et aussi à cette connivence qu'ont les pays occidentaux au niveau de l'OTAN, je crois qu'une destitution de Trump avant la fin de son mandat pourrait bousculer un peu les choses sur le plan politique et économique. Et son personnage vous dérange? Non, pas particulièrement. Hein. Déranger, je crois que le mot est trop fort, mais j'avoue que je le trouve grotesque. Ouais. Voilà, c'est votre avis. Emeraude Kouka et les réseaux sociaux? Très présent. Instagram, Facebook, Twitter. Et qu'est-ce qui vous attire dans tout ça? Ce qui m'attire ou en même temps ce qui me repousse, c'est tout le flux d'informations sur les réseaux sociaux. On apprend à se connecter au monde, on apprend à se rapprocher d'un ami, d'un membre de notre famille, mais en même temps, il y a tellement de choses qui défilent qu'il faut aller vers ce que d'aucuns appelleraient la diététique de l'information, savoir digérer, savoir quoi digérer, savoir quoi rejeter. Mais j'avoue que les réseaux sociaux aujourd'hui font partie de mon quotidien, un peu comme la télévision, la radio. Voilà, je vis avec mon temps, tout simplement. Alors, Emeraude Kouka, vous êtes auteur d'un recueil de poèmes intitulé Hérésiarque, toute lire. Hein. C'est pas facile à lire. Hérésiarque, toute lire. Alors, que vous voyez apparaître de mon côté. Alors, mais avant d'évoquer ce livre, nous allons parler de vous. Alors, vous êtes auteur-poète, critique d'art et littéraire. Ce magazine est suivi par toutes les couches sociales et bien sûr par toutes les générations. Alors, dites, c'est quoi un critique d'art et littéraire? Bon, déjà il existe une différence. Il y a le critique littéraire, d'où la conjonction « et », il y a le critique d'art. Mais pour expliquer les choses terre à terre, le critique littéraire, c'est celui qui émet des analyses sur un travail littéraire, c'est-à-dire un livre, en l'occurrence une œuvre littéraire, roman, poésie, théâtre, essai, nouvelle. Et à côté, on a le critique d'art qui émet des analyses sur les œuvres qui relèvent des beaux-arts, donc la peinture, le dessin, etc. Voilà la différence qui s'établit entre les deux. Alors, comment on le devient? Comment devient-on? Alors, il n'y a pas véritablement d'école pour ce qui est de la critique d'art. C'est une discipline qui peut s'apprendre dans le tas, à travers des ateliers artistiques, mais en cultivant surtout un regard, en exerçant son regard face au travail des artistes. Mais pour le cas de la critique littéraire, il y a des parcours à l'université où l'on étudie la critique littéraire comme une matière. Mais dans tous les cas, critique d'art ou critique littéraire, il y a un besoin, en tout cas manifeste, d'avoir des connaissances universitaires. Pour être critique d'art, il faut connaître l'histoire de l'art, il faut avoir des notions linguistiques, des notions de sémiologie. Ça permet de créer des catégories d'interprétation et de partir d'un rien pour créer un argumentaire et réussir à émettre un avis sur un travail. Lorsqu'on vous entend parler, vous différenciez le critique littéraire du critique d'art. Alors, quelle est la différence y a-t-il entre les deux, puisque ce sont les arts? Oui, c'est vrai que la littérature est aussi un art, Un art mais un art qui est vaste et qui a
ses spécificités. Et donc, l'interprétation que l'on donne ou que l'on fait d'une œuvre littéraire n'est pas la même que l'on fait d'un tableau, par exemple. Et d'ailleurs, les histoires de ces arts-là sont assez différentes. Il est vrai que l'on a eu une époque classique, une époque, disons, moderne, et qu'après, à partir du XXe siècle, il y a un remuement créatif qui a touché un peu tous les arts, y compris la littérature, et qui a fait qu'il y ait des changements plus ou moins communs, donc les avant-gardes, et après les différents courants du XXe siècle, le dadaïsme, le surréalisme, etc., qui ont touché tous les arts. Donc ça fait qu'il y ait des histoires communes, mais il existe de vraies spécificités. Interpréter un poème, par exemple, n'est pas la même chose qu'interpréter un tableau. On ne peut pas aujourd'hui interpréter, par exemple, Les Fleurs du Mal de Baudelaire comme on interpréterait la Joconde de Léonard de Vinci. C'est des procédés différents. Il y a des critiques partout dans tous les arts. Oui, normalement, critique de cinéma, critique de la danse, critique de la musique. Exactement, parce que chaque art a ses spécificités, ses règles. Donc, mais après, il y a des personnes qui, fort de leur expérience dans le milieu artistique, réussissent à avoir un avis global sur chaque travaux. Ah bon. Et cela se définissent comme des critiques culturelles, tout simplement. Ah d'accord. Oui. Et est-ce que vous avez une préférence? Bah, évidemment, la littérature. Pourquoi? Parce que la littérature est, je dirais, mon acte de naissance, en tout cas dans la sphère artistique. Je suis venu aux arts par la littérature d'abord. Donc avant que je ne m'intéresse à la peinture, au slam, aux arts urbains de façon générale, parce que j'ai côtoyé ce monde-là, il y a d'abord eu mon rapport à la littérature. La lecture, la poésie, et plus tard je me suis ouvert aux arts au sens général, et aujourd'hui je suis assez éclectique, en tout cas dans mes penchants. Alors en tant que critique littéraire, quel regard portes-tu sur la littérature congolaise aujourd'hui? Alors je suis très nostalgique du XXe siècle congolais, ce grand remuement créatif qui a fait que le Congo ait eu plusieurs incarnations. Donc Sonny Laboutonsi, Jean Malonga, Sylvain Bemba, Maxime Debeka, Emmanuel Dongala, Alama Bankou, parce que c'est vrai qu'ils sont visibles aujourd'hui, mais ils ont commencé au XXe siècle. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a justement une littérature prolifique, parce que les gens produisent beaucoup. Il n'y a qu'à lire le dictionnaire analytique de la littérature congolaise de Noël Kodja-Ramata, qui a répertorié des centaines d'écrivains congolais. Mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas suffisamment d'incarnation pour ressembler à cette littérature du XXe siècle. Donc je reste nostalgique de cette époque. Après, il y a des problèmes qui sont autour du livre, qui ne dépendent pas seulement du talent des écrivains. Ce sont les problèmes liés à l'édition, à la diffusion du livre et même au pouvoir d'achat du Congolais qui ne peut pas toujours se procurer les livres. C'est sans parler du fait qu'il nous manque sérieusement une vraie politique culturelle, une politique de promotion du livre au Congo. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené dans l'écriture? La lecture. Je découvre la littérature. Ça remonte à quand? À 2008. Je venais de m'inscrire en classe de seconde. On m'a dit, un peu comme on dit à tous les élèves congolais, qu'un jeune qui est en série A doit beaucoup lire. Et donc, je commence à lire. À l'époque, je lisais plus des magazines de foot, des livres religieux, des bandes dessinées. Pour la première fois, je lis une œuvre littéraire et je tombe sur La Palabre stérile de Guy Menga, que j'ai déniché de la petite bibliothèque de mon père. Et une fois que j'ai lu cet ouvrage, j'ai moi aussi voulu partager un imaginaire. Donc, mon envie d'écrire est partie de là. Mais après, il faut attendre longtemps pour que ce soit plus sérieux. Alors, qu'est-ce que vous avez commencé à écrire? Par quoi vous avez commencé? Lorsque je commence au lycée, j'essaie de raconter des histoires, de très courtes histoires que je ne finis d'ailleurs jamais, parce que je suis tout le temps découragé quand je lis les grands auteurs. Mais oui, parce qu'il y a eu toujours ce sentiment d'être petit, de ne pas être capable de former les phrases comme les grands. Mais il a fallu que je rencontre la poésie en 2014, donc c'est par Pierre Ntsemou, qui animait des ateliers d'écriture à l'Institut français. Une fois que j'ai fréquenté son atelier pendant un certain temps, il aborde la poésie et après je suis tombé amoureux de la poésie. Je côtoyais aussi déjà le collectif de slam Style Oblique et au fur et à mesure j'ai écrit de la poésie comme un drogué pendant 3 ans. Donc je dirais que la poésie est mon début en fait, c'est mon acte de naissance littéraire. Est-ce que vous aviez eu des carnets d'adresses, disons un carnet intime ou un cahier intime?
Non, contrairement à beaucoup, je ne... Vous n'avez pas de cahier intime? Non, non, Ou non, de carnet? je n'ai pas de cahier intime, je n'ai pas l'habitude de coucher sur le papier comme ça tout ce qu'il m'arrive de ressentir ou tout ce qui pourrait traverser mon quotidien. Par contre, lorsque j'ai commencé à écrire de la poésie, j'avoue qu'il y avait un rapport très intimiste. Il y a beaucoup de poèmes qui sont inspirés de ma vie. D'ailleurs, j'ai été un grand lecteur des Fleurs du mal de Baudelaire parce que je ressentais aussi par moments ce grand spleen créateur à la fois de chaos et d'harmonie, parce que ce spleen, cet ennui, cette déréliction qui m'a habité m'a certes meurtri, mais en même temps m'a conduit vers la création. Et la famille dans tout ça, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que vous écrivez? Bah, bon, même du fait déjà que j'écrive, au début ce n'était pas facile, puisque j'ai toujours rêvé de devenir avocat. Et mon Quand père, vous avez en décidé voyant, d'écrire, ils ont mal réagi. oui, notamment mon père, hein, parce qu'il sait que j'ai eu pas mal de passions passagères, comme le football par exemple, et bien autre chose. Ah d'accord, Les... vous touchez bien. Oui, mais bon, j'appartiens désormais, je crois, à la classe des Wawa. Je ne suis plus très bon. Mais il fut une époque où j'ai beaucoup joué au foot, j'ai beaucoup lu de magazines de foot. Le foot était quasiment une religion. Et à côté de ça, je me suis toujours intéressé aux spiritualités. Voilà, 11 mondial, France Football. Et donc ça a fait que lorsque je m'intéresse à la littérature, pour mon père c'est une passion passagère, mais il voit qu'au fur et à mesure ça devient sérieux et que ça trace même une nouvelle trajectoire dans ma vie. Et là, il avait toujours voulu en fait que je ne détourne pas mon regard du droit, parce que c'est des études de droit que j'ai fait, et qu'il fallait que j'aboutisse à mon rêve, celui de devenir avocat. Et maman dans tout ça? Maman par contre, elle m'encourageait, parce que... D'écrire. Oui, écrire. Elle lisait ce que vous écriviez? Oh non. Non. Ce qui est drôle, c'est que c'est papa qui lisait. Vous n'avez confiance en personne? Vous n'avez que confiance à vos feuilles, vos crayons? Mais papa quand même lisait? Papa lisait, oui, mais bon... Par votre volonté? Oui, parce qu'il fallait bien que je lui prouve des choses, hein. Déjà, le problème avec mon père, c'est qu'il y a toujours eu cette espèce de compétition intellectuelle. Il faut faire de fortes moyennes à l'école, toujours être premier de la classe, et il ne félicite quasiment jamais. Et donc, cette fois-ci, je le défie par ce que je peux faire en poésie. Et j'en suis sorti complètement enhardi, enorgueilli, parce qu'il ne comprenait pas grand-chose de mes poèmes. Donc, vous ne faites pas lire ce que vous écrivez à vos proches Bien sûr que si, parce que avant de publier, vous faites lire. Si, comme je l'ai dit, j'ai aussi côtoyé un collectif de slam, le style oblique Braza, qui répétait souvent à l'Institut français. Et les samedis, quand ils se rassemblaient, ils avaient ce qu'ils appelaient des sessions slam. Vous n'avez pas peur de plagiat ou bon, pas du tout, parce que mes poèmes, la plupart du temps, je les déclamais aux autres. Et quand je les faisais lire, ils lisaient sur place et ils prenaient. Mais après, je crois que quand on se lance dans l'écriture, il faut apprendre à s'ouvrir aux autres. On n'est jamais à l'abri du plagiat. Donc même quand on cache ses textes, on peut se faire plagier toutefois. Ah, d'accord. Alors, parlons de votre recueil de poèmes Hérésiarque, toute la lyre. Alors, que veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà difficile à dire. Déjà, au niveau de la construction du titre, Hérésiarque, oui, c'est cela, oui. Hérésiarque, oui. La lyre. Toute la lyre, oui. Ah. Alors, Hérésiarque, c'est le premier poème du recueil, puisque c'est un recueil d'une trentaine de textes. Hérésiarque est le premier titre. Et toute la lyre est une expression qui signifie etc. Et tutti conti, et tout le Saint-Frusquin, et ragnagna. Et donc, ça veut simplement dire hérésiarque et d'autres poèmes du même genre. Alors, c'est quoi un hérésiarque? C'est un porteur d'hérésie, c'est un auteur d'une hérésie. L'hérésie, on dira comme ça que c'est toute doctrine qui est contraire à ce qui est communément admis. Et moi, je me positionne quelque peu comme un hérésiarque parce que par rapport à la tournure de l'histoire littéraire, disons que je n'écris pas toujours ce qui est politiquement correct en littérature. J'ai par exemple recours à la versification française, ce qui est complètement vieillot. J'ai recours aux archaïsmes, aux mots rares, un vocabulaire rare, à une époque où tout le monde veut qu'on écrive simplement. Et donc non seulement ce n'est pas accepté par le public qui lit de moins en moins la poésie, mais ce n'est pas aussi accepté par le circuit éditorial parce que ce livre a tardé à paraître. Plusieurs éditeurs l'ont rejeté. On va en parler. Voilà. Alors, en un mot sur ce titre, pourquoi l'avoir choisi? Je l'ai choisi tout simplement, comme je le disais, c'est un prolongement de mon argumentaire. Par rapport au positionnement que j'ai aujourd'hui, je préviens certaines critiques
je défie certaines opinions à l'avance. Parce qu'on m'a souvent dit... critique littéraire, cela va vous êtes dans la peau cela va sans dire. Et c'est aussi parce que j'ai recueilli des avis. Il y a des gens à qui j'ai fait lire. Très rarement, on m'a dit vos poèmes sont mauvais. Par contre, beaucoup me disent, vous n'écrivez pas comme quelqu'un de votre âge. Vous écrivez comme un vieux du Moyen-Âge, utilisez de l'argot ou du verlan. Il y en a même un qui est allé jusqu'à me dire faites du rap. C'est un grand auteur et pourtant. Et puis on me dit vous n'écrivez pas comme un Africain. C'est vrai, j'ai lu toute la nuit votre livre, votre recueil de poèmes. Alors, est-ce que votre écriture est facile à lire, facile à déchiffrer? C'est vrai que ça fait mal à la tête, il y a trop de mots difficiles. Il y a des mots, vous pouvez lire un poème, j'avoue, je ne comprends rien. Oui, beaucoup trouvant que c'est complexe, c'est compliqué. Mais vous n'êtes pas facile à lire. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je me réclame une filiation mallarméenne. Stéphane Mallarmé, c'est le poète français qui était le plus hermétique. Le but n'est pas de triturer les méninges des lecteurs. C'est juste que dans ma conception de la poésie, j'ai toujours pensé qu'il faut qu'il y ait énigme en poésie. Je ne conçois pas de poésie sans qu'il n'y ait de mystère. Et même si cela peut parfois exclure la foule, le lecteur, mais je crois que cette poésie peut être vécue comme un privilège spirituel. Et c'est d'ailleurs comme ça que Mallarmé pense. Il faut bien. Et c'est le but de la littérature, d'évoquer les choses. Alors, cet ouvrage, j'imagine que c'est le premier, puisque vous en parlez. C'est votre premier bébé. On va le dire. Oui. Alors, pourquoi avoir voulu commencer par la poésie? Eh bien, parce que c'est par la poésie que j'ai appris à avoir confiance en moi, déjà. Comme j'ai dit, j'ai commencé à écrire depuis le lycée en 2008. Mais chaque fois que j'écrivais, je me sentais petit en lisant les grands auteurs. Et la poésie m'a aidé à me départir des contraintes de débutant pour enfin réussir à me faire un style déjà et à m'assumer. Aujourd'hui, je peux lire Homère, Victor Hugo, Sylvain Bemba, Stéphane Mallarmé, Charles Baudelaire, Aimé Césaire sans me sentir petit, sans complexe d'infériorité. Et c'est ce que je dois à la poésie. Alors, ces vers sont la manifestation de cette première impulsion. Et je crois qu'une fois que j'ai pris l'élan avec cet ouvrage, il y a un véritable champ des possibles qui s'ouvre à moi pour le reste de ma carrière littéraire. C'est vrai, vous avez décidé d'écrire très jeune, mais publier, à quel moment vous avez décidé de publier? Depuis 2016. C'est depuis 2016 que j'ai eu l'intention de publier, parce que je pensais être prêt pour ça. Mais il y a pas mal de péripéties, ça a été un vrai périple pour en arriver jusqu'à là. Parce que comme je l'ai dit, il y a la recherche des éditeurs. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, ce n'est pas du tout facile. Déjà parce que j'écris de la poésie et que la poésie ne se vend pas comme des petits pains et que les éditeurs sont d'abord des commerçants. Donc très peu d'éditeurs aujourd'hui. Quelle difficulté vous aviez? Déjà avant, pendant le processus de création, la grande difficulté c'est d'être inspiré. Voilà, vous savez que vous êtes devant une page blanche, vous ne savez pas toujours quoi dire. Il faut se battre, chercher au fond de soi pour trouver quelque chose. L'autre difficulté, c'est celle de la publication. Aujourd'hui, comme je le dis, publier de la poésie, ce n'est pas facile, à notre époque. Bon, déjà, au temps de Baudelaire et de Verlaine, ce n'était pas facile. Combien de fois à la nôtre, les éditeurs veulent des livres qui se vendent, et donc le roman, en l'occurrence, se vend bien. Le théâtre, la nouvelle sont en perte de vitesse. La poésie, c'est encore plus complexe. Quand on n'est pas un auteur connu, on publie difficilement de la poésie. Et chez vous, qu'est-ce qu'il y a plus ? Et en plus, le problème, c'est lorsqu'on a un style complexe comme le mien, une syntaxe complexe, un vocabulaire rare, c'est encore plus compliqué de publier. Donc, comme ça, il y a... Et chez vous, qu'est-ce qui a déclenché ? J'ai été persévérant en 10 ans, parce que je ne vais pas citer le nom, mais énormément d'éditeurs m'ont rejeté, et tous me faisaient la même remarque. Combien de temps depuis 2018, je contacte des éditeurs, donc toute l'année 2018, j'ai essuyé des refus. C'est éprouvant. Oui, c'est éprouvant, mais après, j'avais un but. Et est-ce que l'idée d'abandonner vous a traversé ? Peut-être pas d'abandonner, mais j'avoue qu'on est parfois découragé. Et c'est aussi parce que j'étais ambitieux, parce qu'on veut forcément avoir un éditeur qui nous donnera les moyens de faire diffuser notre livre. Mais au fur et à mesure, j'ai persévéré. Je suis tombé sur un éditeur qui m'a fait confiance, et qui est sur la place parisienne. Et voilà, nous faisons l'aventure ensemble. C'est pas facile. D'ailleurs, rien de tout ce qui est grand est facile, disait l'autre. Alors, comment les lecteurs ont reçu la publication de votre premier livre ?
Bah, les gens, un peu comme ceux qui Ils l'ont l'ont lu, commenté comment? un peu comme ceux qui l'ont lu, hein, parce que c'est assez unanime, un peu comme ceux qui l'ont lu avant sa parution, les avis restent les mêmes. C'est beau, tout le monde apprécie, mais une fois encore, on se heurte au vocabulaire, on dit trop de mots difficiles, une syntaxe complexe, on a du mal à comprendre tout de suite, il faut prendre beaucoup de temps. Et c'est aussi en pensant au lecteur que j'ai voulu que ce recueil soit court. Comme on peut se rendre compte, c'est un livre d'une très faible épaisseur. Il y a à peine une trentaine de textes. J'en ai bien d'autres, hein. J'ai écrit de la poésie pendant 3 ans avant de produire ce livre. Et aujourd'hui, je me suis mis au roman, en tout cas depuis fin 2016. Mais je n'ai pas voulu donner un livre qui serait épais. Déjà que les gros livres font peur. Et en plus, lorsque c'est écrit comme j'écris, ce n'est pas toujours facile à digérer. Ouais. Voilà, c'est pas toujours facile à digérer, mais l'histoire avec l'éditeur a marqué un peu mon esprit. J'aimerais encore revenir, si cela ne vous dérange pas. Comment vous êtes rentré en contact avec l'éditeur, puisque vous avez cherché après plusieurs années? Bah, déjà, tous les éditeurs, je les cherche et je les trouve de la même manière. Déjà, je lis beaucoup. Et chaque fois que je lis, je fais toujours attention à la fois au titre du livre, au nom de l'auteur et à la maison d'édition. Et ça me permet comme ça de me faire un répertoire de maisons d'édition. Et aujourd'hui, avec les outils informatiques, les choses se font facilement. On va sur Google, on tape tel éditeur, on a parmi les premiers liens le site internet de la maison d'édition, on clique et on vérifie toutes les informations. Et vous êtes rentré en contact avec... Voilà, avec mon éditeur de cette manière-là. Ils ont toujours une page contact où soumettre un manuscrit et ils disent s'ils reçoivent par mail ou par la poste. Comment a-t-il réagi lorsque les textes lui ont été présentés? Bah, il m'a répondu un mois après, ce qui est assez rare parce que les éditeurs répondent après 3, après 6 mois. C'était plutôt laudatif hein, comme réponse. Nous avons apprécié votre style avec des phrases assez retournées. C'est ce recueil qui creuse la psychologie humaine, qui est porté par une plume lyrique. Ah bon? Et voilà, et ça, ils disent, voilà, bon c'était bon signe. Bon, il y en a aussi hein, qui commencent comme ça, après qui vous disent, mais ils ne rentrent pas en résonance directe avec nos priorités éditoriales. Il y en a qui le disent. Mais pour cet éditeur-là, c'était laudatif et la conclusion aussi. Donc on m'a proposé un contrat d'édition. Est-ce qu'il vous a demandé de modifier ou de supprimer certains passages? Non, c'est vrai qu'au niveau de la correction, il y a des points qui ont été revus, mais c'est vraiment des points très, très subtils. Hein. C'est quelque part un accord faussé de conjugaison, un participe passé avec un S de trop. Voilà, sinon... Pouvez-vous nous parler de cet ouvrage avec vos mots? En quelques phrases. Alors, comment vous le présentez? Je dirais qu'Hérésiarque toute la lyre est un livre sur la dissidence. La dissidence, parce que ce soit le titre, que ce soit le contenu, nous renvoie à une certaine marginalité par rapport à notre époque, par rapport au poncif de ce que l'on admet aujourd'hui comme la poésie contemporaine. Et c'est cette marginalité, c'est cette altérité qui en impose le temps et qui aussi donne un titre à ce livre. Après, bien sûr, c'est certes un ouvrage sur le positionnement du poète, sur son tempérament de poète, mais aussi un livre sur la vie, puisqu'il parle aussi d'amour, d'érotisme. Si, il y a toujours une part de soi dans ce qu'on écrit. Oui. Mais ce n'est pas tout à fait autobiographique. Dans plusieurs poèmes, je parle d'érotisme, donc il y a beaucoup de sexualité dans ce recueil. Mais il ne s'agit pas du tout de mes ébats amoureux, c'est des fantasmes qui traversent la tête, ou peut-être un souvenir qui se mêle à un imaginaire. Voilà. Et il y a aussi de la tristesse, la mort, le deuil, etc. La mélancolie. Alors, parmi ces poèmes, est-ce que vous avez une préférence et pourquoi? Alors, ma préférence, c'est le poème Déréliction, je crois à la page 29, parce que c'est le poème, je pense... Vous pouvez lire pour le plaisir des téléspectateurs? Bien entendu, oui. Alors, Déréliction. Dans l'immense abondant de mon âme d'orgie assoiffée, d'acerbes fanfares me consument. Le temps, railleur hardi de mon humeur, me grime d'éternel fardir et de mélancolie. Désormais, mes jours ne seront qu'une parade, exhibée aux yeux de l'auditoire éperdu des graminées, et les fenêtres vermoulues de mon cœur avili une vulgaire tombe. C'est vrai que c'est pas trop loin du rap ou des slams.
quel est le principal message à travers... Dans Déréliction, je parle de cet état d'abattement physique, de solitude, d'abandon, de tristesse, de mélancolie. Ça, c'est pas autobiographique? Si ça a une part d'autobiographie, parce que j'ai été habité, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le spleen pendant longtemps, ce qui a fait que je lise beaucoup Charles Baudelaire parce que je me mirais dans ses textes, et de tous les textes que j'ai pu écrire, ou de toutes mes tentatives de mettre cette mélancolie sur du papier, le poème Déréliction a été la meilleure. Je ne pense pas avoir réussi avec autant d'aisance à mettre sur le papier ce qu'il y avait en moi d'enfui comme émotion forte. Ce poème est simplement vrai. C'est quelque chose que j'ai saisi. Voilà. C'était fugitif et j'ai su le prendre et le poser sur le papier. Donc je me retrouve tout à fait. Et le titre, une touche autobiographique, Déréliction. Vous l'avez choisi pourquoi? C'est simplement parce qu'il renvoie, un peu comme tous les titres de ce recueil d'ailleurs, c'est parce qu'il il englobe un peu tout le contenu. En fait, c'est un mot qui, à travers sa sémantique, en dit long sur tout le contenu du texte. Et généralement, je nomme mes textes comme ça. Et voilà, alors dans un de tes poèmes, vous rendez hommage aux victimes de la crise qu'a connue le Poul, alors qui a frappé le département du Poul. Alors, ces dernières années, pensez-vous que l'intellectuel ou l'écrivain, c'est celui qui est engagé? Vous le pensez? D'emblée, je ne dirais pas uniquement. Parce que l'intellectuel, l'écrivain, l'artiste, tout ce qu'on veut, hein, tous ceux qui ont une voix qui peut porter, devraient, s'ils le veulent, s'ils le sentent, intervenir sur tout ce qui concerne la société. Je crois que c'est Sartre qui le disait, l'intellectuel c'est celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Et donc dans ce sens-là, l'intellectuel peut aborder tous les sujets qui concernent la société parce que ce qui concerne la société nous concerne aussi d'une certaine manière. Et donc l'engagement au sens politique peut intervenir à ce niveau-là. Donc rendre hommage aux victimes de la crise du Poul, du département du Poul, pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, c'est au sud de la République du Congo. Alors, c'était important pour vous de rendre hommage à ces victimes? C'est quelque chose qui vous a touché? C'est d'autant plus important qu'après la crise qu'a connue le département du Poul, en tout cas, j'ai suivi l'actualité de bout en bout et j'ai eu un sentiment de flou total. Parce qu'aujourd'hui, en tant que Congolais, et je pense ne pas être le seul à partager ce sentiment, il y a un véritable mystère autour de cette situation. Le but pour moi n'est pas qu'on vienne dire un tel est coupable, un tel ne l'est pas, mais je pense quand même que les Congolais attendent de vraies explications et que c'est malheureusement ça le problème du fait politique, hein, que ce soit au Congo, en Afrique ou ailleurs dans le monde. On a tendance à avoir un rapport instrumental au problème, une amnistie, je pense qu'il s'est fait avec l'affaire du Poul, un changement de constitution, un décret, une loi. Et ce rapport instrumental qu'on a au problème nous donne l'illusion de nous débarrasser des problèmes. Or, au contraire, on ne fait qu'ajouter une couche sur les problèmes, mais on ne les déplie pas suffisamment. On ne crée pas de vrais débats autour des problèmes. Et quand on ne déplie pas les problèmes, eh bien, ils manquent de portance. Ils ne vibrent pas le corps social et je pense qu'il y a des risques de résurgence parce que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Et pour éviter de vivre les mêmes choses à l'avenir, il faut savoir tirer les leçons de nos déboires et de nos chutes. Donc pour vous, en tant qu'écrivain, il ne faut pas écrire pour écrire, il faut écrire pour... Non, je n'impose pas de ligne. Hein. L'art, c'est l'impulsion, c'est ce qu'on ressent. Si on veut écrire sur la mort, ben, autant écrire. Il faut jouer un rôle dans la société. Pas forcément. Je ne me positionne pas comme ça. S'il y a des choses à dire, je les dis. Je dis ce qui me vient. Alors, vous, quel sens donnez-vous à l'écriture? Pour moi, l'écriture, c'est d'abord et avant tout le partage d'un imaginaire. Maintenant, si en partageant son imaginaire, on est préoccupé par les questions sociales, autant les évoquer. Voilà. On a vu des auteurs comme Aimé Césaire qui, à la fois, avaient des textes très subversifs, porteurs d'un message très fort pour les peuples noirs, mais en même temps, avaient un contenu artistique, imaginaire très profond. Ouais. Et lorsque vous écoutez certaines interventions du genre l'encre peut tuer, l'encre peut détruire la société, l'encre peut déchirer le tissu social, vous réagissez comment? Ce que je dirais, c'est que chacun doit être responsable de ses propos. Voilà. Quand on prend la parole en public, que l'on soit écrivain ou quelqu'un d'autre, dès l'instant où on a choisi
d'émettre un point de vue. Il faut être capable de défendre son point de vue et même au péril de sa vie. C'est la moindre des choses hein, quand on est un homme de parole. Et si on vous demandait pourquoi vous écrivez? Bah, une fois encore, je dirais pour partager un imaginaire. Et la politique vous inspire? M'inspirer, dans quel sens? Est-ce au sens où... Un jour, vous devez être acteur politique. J'ai des velléités politiques depuis mon enfance. Bon? Mes premiers débats politiques, je les ai faits à 4 ans, avec les adultes de mon quartier. À 4 ans? À 4 ans, ce qui m'a valu des surnoms comme le génie, le philosophe dans le quartier. Donc oui, j'ai des velléités politiques depuis tout petit. Je n'exclus pas un jour faire de la politique, mais ce sera sans militantisme. Je ne me vois pas en batteur de campagne ou en défenseur d'une idéo politique. Je me vois plutôt en responsable politique avec un pouvoir de décision pour peut-être... vos idées? Pas forcément, parce que le problème avec la politique, c'est comme la religion, il y a un peu trop de militantisme. Et moi, j'aborde le militantisme parce qu'il y a un peu trop de fanatisme après. Ce que moi, je préfère, comme j'ai dit, c'est être dépositaire d'un certain nombre de responsabilités et prouver ce que l'on fait. Parce qu'il y a beaucoup de dires dans la politique. De la République. Disons qu'il y a beaucoup de dires dans la politique, mais la politique, c'est surtout de l'agir. Et pour agir, il faut avoir un pouvoir de décision, être dépositaire d'un certain nombre de prérogatives. Voilà. Ok, je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, Célébrité pour votre bonheur et votre plaisir reçoit un auteur, poète, critique d'art et littéraire en la personne d'Emeraude Kouka, qui est bien sûr dans Célébrité. Appelez tous ceux qui manquent. Dites à tout le monde que Mano Maner est en face d'Emeraude Kouka. Voilà, alors c'est un régal. Hein. Emeraude Kouka, si l'on vous posait la question à savoir cette inspiration, c'est vrai que vous avez dit que c'est mélangé, c'est autobiographique, mais vous vous inspirez de quoi? De tout. De la vie, du quotidien, de ce qui m'entoure. Mais s'il faut avoir un rapport direct aux choses, à mon écriture, ce qui directement m'impulse, ce sont les mots, ce sont mes émotions. Beaucoup de poèmes ont été écrits à partir d'un mot. On a pu le constater, il y a beaucoup de mots entre guillemets compliqués. C'est simplement que les mots m'inspirent. Et je m'intéresse beaucoup à la sémantique et à l'étymologie des mots. Donc à partir d'un mot, une fois que je m'intéresse à sa définition ou à son origine, il y a un imaginaire qui se crée dans ma tête et ça me permet petit à petit de voir le poème se dessiner et après je le mets sur le papier. Y a-t-il des écrivains ou des poètes qui vous inspirent? Ah oui, très certainement. Mallarmé, que j'ai cité, qui est pour moi une sorte de maître à penser parce que je me retrouve dans sa conception de l'art. À part Mallarmé, il y a... Bon, comme ça, Charles Baudelaire, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, qui m'ont aussi inspiré au passage, mais surtout dans ma manière d'écrire, dans ma manière de rendre, quelqu'un comme Aimé Césaire, pour qui j'ai une profonde dilection. Chez les Congolais, le romancier Sylvain Mbemba, j'adore son écriture. Il y a aussi Colette, auteure française du XXe siècle. Et puis, bon, on pourra citer qui d'autre? Bernard Cerquilini, qui lui qui est encore vivant. C'est un linguiste belge. Voilà. Vous citez beaucoup de classiques là. Est-ce que vous lisez aussi des écrivains contemporains? Oui, je lis beaucoup de contemporains parce qu'il faut bien s'informer sur l'actualité littéraire actuellement. Mais la préférence, c'est les classiques? Oui, les classiques, je les prends pour modèle parce que je me suis quelque peu appuyé sur eux au moment de mon initiation. Donc si aujourd'hui j'écris comme j'écris, c'est parce qu'à un moment j'ai voulu me mettre sur les épaules de Mallarmé, de Sylvain Mbemba, d'Aimé Césaire. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de contemporains que je me plais à lire. Comme Alain Mabankou, hein, pour parler des Congolais, Wilfried Tsondé, Léonora Miano du Cameroun. Mais s'il faut peut-être parler d'influence d'auteurs qui me saisissent vraiment, je citerai Éric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur à succès, membre de l'Académie Goncourt, un grand écrivain français. Je lis qui d'autre? Amélie Nothomb aussi, et ainsi que toute la grande littérature française et francophone qui s'écrit aujourd'hui. Tout le monde, quoi. Je suis assez éclectique. Je lis jusqu'à de la littérature japonaise avec des auteurs comme Haruki Murakami. Voilà, je lis de la littérature latino-américaine, de la littérature anglo-saxonne, de la littérature portugaise. Enfin, tant que c'est traduit en français. À l'ère du numérique,
disons, de l'Internet. Est-ce que le livre a encore un avenir? Oui, parce qu'il y a des livres numériques. Et pour moi, un livre reste un livre, parce qu'il y a toujours eu ce débat quelque peu manichéen. On a l'impression que le livre au format papier, c'est le bon, et que le livre numérique serait quelque peu une version dégénérée. Non, un livre reste un livre. Le contenu d'un livre reste le même, selon qu'on le lit en version PDF sur son ordi ou sa tablette, ou qu'on le lit dans une bibliothèque. Non, moi en tout cas, lorsque je dis d'ailleurs que j'ai été très marqué par Mallarmé, par Baudelaire, je les ai lus la plupart du temps en version PDF avec mon smartphone. D'ailleurs, en parlant justement de numérique, j'ai un rapport très particulier au numérique parce que mon recueil de poèmes, Hérésiarque toute la lyre, je l'ai entièrement écrit sur mon téléphone. Ah bon? Oui. Donc, pas de stylo, pas de crayon. Pas de stylo, pas de crayon. J'écris sur mon téléphone, j'ai des applications pour ça. Et ça me permet d'écrire un peu partout parce que l'avantage du téléphone, c'est l'ubiquité. Donc on peut écrire où l'on se trouve, un arrêt de bus ou... Alors, en vous écoutant, on aimerait bien vous écouter jusqu'à demain matin. Vous aviez un talent d'écriture. En vous lisant, j'avoue, je dis bravo. Vous aviez le verbe. Alors, est-ce qu'Emeraude Kouka a une discipline, un mode de vie qui favorise son inspiration? Oui, j'ai commencé à me l'imposer depuis un moment parce que tous les écrivains, surtout les grands, ont une discipline. Alors c'est très simple. À mes tout débuts, j'ai appris à me connaître, à savoir à quel moment je suis inspiré, à quel moment je ne le suis pas. Et donc ce recueil de poèmes notamment, je l'ai souvent écrit la nuit avant de dormir. Mais avec les pesanteurs de la vie, les occupations quotidiennes, on est parfois pris par la fatigue. Et on n'arrive pas toujours à suivre ses idées jusqu'au bout, à moins de se droguer au café. Mais désormais, j'écris le matin. Entre parenthèses, lorsque vous écrivez, vous êtes dans quel état d'esprit? Et justement, c'est celui-là, j'écris au réveil. Simplement parce que lorsqu'on se réveille, le cerveau est tout frais. On n'est pas encore en contact avec le monde extérieur. À notre époque, les gens ont pris la mauvaise habitude, après le réveil, de vérifier leur mail ou d'aller sur WhatsApp pour voir s'ils ont un message. Et moi, je m'écarte en tout cas du monde parce que après le réveil, j'ai l'impression d'avoir une matrice vierge. Je sors du sommeil, je ne suis pas en contact avec le monde. Et je crois que c'est le bon moment pour moi d'entrer en contact avec mon subconscient et de devoir déverser des choses jusqu'au moment où je sens que ça patine parce qu'on entend du bruit, parce que finalement on n'est plus très concentré ou parce que c'est bientôt l'heure d'aller au travail et là on sent simplement qu'il faut s'arrêter et reporter. Je l'ai été une bonne partie de ma vie. Maintenant là vous ne croyez plus? Je ne me définirais pas comme... Enfin, je suis un croyant mais pas au sens de la religion. Est-ce que vous pratiquez la prière? On en vient justement. Je suis croyant, mais pas au sens de la religion, parce que, bon, pour X ou Y raison, je m'intéresse aux spiritualités depuis l'enfance. Hein. Ah, tout ce qui est religion, ésotérisme, m'a toujours attiré. Et donc, je lis beaucoup d'ouvrages spirituels. J'ai lu toute la Bible. Je lis beaucoup de maîtres spirituels. Et je ne crois plus, enfin j'ai du mal à croire aujourd'hui en une divinité anthropomorphique. Vous pratiquez la spiritualité, pas les religions? Pas les religions, parce que la religion aboutit à une vision systématique du monde. Or moi j'ai un regard éclectique. Je ne suis pas... C'est comme votre vision dans la politique, vous ne voulez pas... Exactement, mais le problème avec le fanatisme, c'est que c'est ce qui nous tue en fait. Si au Moyen-Âge l'Église catholique a fait beaucoup de victimes, c'est parce qu'il y avait une vision systématique, on a été fanatique. Si aujourd'hui l'islamisme existe tel qu'on le connaît et que ça fait des dégâts partout, c'est parce qu'il y a un fanatisme quelque part. Et même en politique, hein, si certains leaders politiques sont parfois tués, c'est parce que d'une certaine manière on est buté. Et il faut au contraire avoir une certaine ouverture d'esprit. C'est ce qui permet d'évoluer et de porter des regards nouveaux sur le monde. Et d'ailleurs, beaucoup pensent même que le fait d'avoir un regard systématique, inchangé, immuable sur les choses, ce serait une sorte de synonyme d'imbécilité. C'est Voltaire hein, qui disait au siècle des Lumières que tant qu'il y aura des religions, il y aura des imbéciles et le christianisme sera toujours la première. Ce n'est pas le christianisme en soi dans sa substance qui pourrait éloigner les gens de l'intelligence, mais c'est notre rapport à la religion. Et malheureusement, la religion nous impose un regard qui ne doit pas être changé. On ne croit que ce que l'on nous enseigne, les autres sont dans le faux, nous on est dans le vrai. Ouais.
Voilà, alors en dehors de votre activité d'écrivain, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous aviez un emploi, une occupation? Oui, je travaille, voilà, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'adultes. Je me lève tous les matins pour aller au travail et je rentre le soir. Est-ce Ouais. que l'emploi que vous occupez vous laisse le temps d'écrire? Oui, parce que comme je l'ai dit, j'écris le matin et donc je commence à travailler à 9 heures. Mhm. Je m'arrange à dormir tôt pour me réveiller tôt et c'est devenu un automatisme en fait. Quand je me réveille à 6 heures du matin, j'ai toujours mon smartphone pas loin Est-ce que vous et trouvez donc, que le temps vous et donc manque ou vous j'écris. aviez toute la vie pour écrire? Non, déjà avec la discipline que j'ai, je peux écrire au moins un paragraphe ou une page par jour. Mhm. C'est-à-dire que je me réveille à 6h30, j'écris jusqu'à à peu près 8 heures et après j'ai le temps de me préparer pour aller au travail. Après, dire que est-ce que j'ai encore suffisamment de temps pour écrire? Oui, je viens d'avoir 26 ans. Donc il y en a qui ont publié leur premier livre à 50 ans, d'autres même à 70 ans. Il y en a qui écrivent à la retraite. Moi, j'ai commencé à écrire avant mon premier quart de siècle. Donc je crois que j'ai toute la vie. Et quand on est discipliné, on peut même arriver à produire un livre par semaine. C'est ce que fait Amélie Nothomb. Et pour moi, c'est un fantasme en fait que je nourris, celui de réussir ce challenge-là. Mais ça part de maintenant. Alors, on a parlé politique, on a parlé religion, on a remarqué que vous êtes un électron libre. Et la femme vous inspire quoi? Bah, beaucoup de choses. La femme, c'est la mère, déjà, parce que je suis très proche de ma mère. La femme, c'est celle qui nous donne la vie. C'est cliché, hein, on dit ça partout. La femme, c'est aussi cet être qui nous attendrit, cet être qui peut donner un sens à la vie. Est-ce que vous pensez Ouais. un jour avoir... Ah ben bien entendu, hein, je pense avoir connu l'amour une fois. Ça a radicalement changé ma vie parce que ça m'a rendu heureux en fait à mon quotidien. Je me sentais plus apaisé et ça favorise aussi la création Ah bon? artistique. Oui. Une fois avec les enfants, vous ne serez pas un électron libre comme vous êtes. Oh mais vous savez, la femme, les enfants, c'est un regain d'amour. C'est plus d'amour, c'est plus de vie. Et l'amour, la vie, ce sont des émotions fortes. Moi, je suis un poète lyrique. Et donc, les émotions fortes peuvent Donc vous stimuler pensez mon un jour lyrisme. à vous caser, à avoir Oui, je n'exclus pas cela. Enfin, n'importe quelle femme, il peut n'importe arriver. quelle couleur. Oui, enfin, Ou une préférence. je n'ai pas de préférence Ah, d'accord. physique. Enfin, tant qu'une femme a du sex appeal, hein, qu'elle soit blanche, D'accord. rouge, je ne sais pas, des peuples autochtones, tant qu'elle est désirable, tant qu'on s'entend bien, tant qu'il y a de l'osmose, on peut se mettre ensemble. Il n'y a pas, voilà, une femme reste une femme, quoi. Alors, vous écrivez en français. Que signifie la francophonie pour vous et comment vous définissez, vous définissez par rapport à la francophonie? Bon, déjà, la francophonie en elle-même, c'est vrai qu'elle a une portée politique, mais moi, je la préfère culturelle. Ah bon? Parce que je me suis rendu compte que dans les grands discours, on a tendance à nous présenter une sorte de superposition avec d'un côté la France et d'un autre côté les pays francophones. Et moi, je suis quelqu'un qui interroge les mots. Je l'ai dit, je m'intéresse beaucoup à la sémantique et je me rends compte qu'en fait, même la France est un pays francophone. Et pour moi, la francophonie, c'est ce tout qui aujourd'hui nous permet de regarder la langue française. Et j'aime le dire en m'amusant, c'est ringard de parler français. Aujourd'hui, on parle francophone. Parce que si, pour dire faire l'amour, les Béninois ou les Togolais diront amourer, donc ils prennent le mot amour et ils en font après un verbe du premier groupe, ou que les Canadiens disent jouer aux fesses, par exemple, en France, on voit bien que dans certaines zones, on dit pain au chocolat pour parler de viennoiserie, et ailleurs, on dira chocolatine, mais dans le même pays. Ou encore les descendants des Occitans, hein, eux vous disent je me suis perdu les oies, là où un autre Français dira je me suis affolé. Donc même la France est un pays francophone et pour moi c'est simplement un tout. Alors moi, personnellement, par rapport à en quoi je me situe, par rapport à quoi je me situe sur la francophonie, eh bien, je crois que je suis déjà enrôlé dans cet ensemble, hein, parce que je suis né avec la langue française, c'est ma langue première, c'est la langue par laquelle ma mère et mon père m'ont parlé la première fois. Je le dis anecdotiquement, on m'a bercé avec RFI à une époque où tout le monde berçait son enfant avec une berceuse, des chants. Et donc le français est la langue par laquelle je suis en contact avec le monde. Le lari, qui est la langue de mon père, j'ai appris à le parler
en jouant au football avec les amis dans la rue. Aujourd'hui, je me débrouille à peine en lingala et en kituba. Le bembe, la langue de ma mère, je n'en parle pas un traître mot, sinon que je connais à peine quelques chansons. Donc, pour moi, le français n'est même pas la langue du français. Le français, c'est ma langue. Et ça vous permet voilà. De m'élargir, chez le Vietnamien, chez le Libanais. Chez le Libanais, d'élargir mon champ de vision sur le monde, d'être partout en fait. D'être chez l'arabe. D'être chez l'arabe. Et il ne faut pas qu'on l'oublie, le français est désormais une langue congolaise, comme c'est une autre langue africaine. Voilà, c'est la langue officielle de la République du Congo. Alors, tu réponds quoi? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent qu'il faudrait écrire dans nos langues maternelles, qu'il faudrait abandonner le français, c'est une langue coloniale? Bon, écrire dans nos langues maternelles, le projet est bon parce que ça va dans le sens de pérenniser ce que nous définissons comme notre culture. Abandonner le français, par contre, c'est une tentative qui va toujours échouer. C'est politiquement incorrect de dire ça, mais en même temps, il ne faut pas se voiler la face. Hein. On a eu des œuvres littéraires en langue comme Etobo Yaitike, c'est le titre d'un roman du XXe siècle, un roman congolais, mais la plupart du temps, quand les auteurs africains essaient d'écrire dans leur langue et de n'avancer que dans ça, ils ne font pas de succès. Or, un livre n'a de sens que lorsqu'il trouve un lectorat large, lorsqu'il se vend. On l'a vu avec Boris Boubacar Diop au Sénégal qui a écrit en Wolof, mais après qui a compris qu'il ne fallait pas mettre de côté le français. Et on a de plus en plus des auteurs qui écrivent en langue, mais qui nous présentent à la fois la traduction, plutôt le texte en langue, de son pays, de chez lui, et d'un autre côté une traduction française. C'est le cas par exemple de l'ouvrage Cri bilingue de Guy Menga, qui nous présente des poèmes écrits en Lari Congo. Je dis Lari Congo parce que c'est comme ça que lui, il présente la langue dans laquelle il a écrit ses textes. Et à côté, on a une traduction française. Ça permet au lecteur à la fois de se remettre dans le bain de cette diversité linguistique et d'un autre côté d'avoir une traduction française pour favoriser sa compréhension. Alors, Emeraude Kouka, c'est votre vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom. Oui. Alors, c'est vrai que quand la première fois quand j'ai entendu Emeraude, j'avais l'impression d'avoir affaire à une femme. C'est aussi l'impression que ça donne partout? Peut-être pas partout, mais avec mes éditeurs notamment, parce que avant que je ne tombe sur cet éditeur qui a publié mon livre, chaque fois qu'une maison d'édition me répondait, quand j'avais un mail, on me disait « Bonjour Madame Kouka ». Donc, bon, je laissais passer, mais après, ça commençait à m'exaspérer. Et parfois, j'étais obligé d'écrire en disant avez-vous pris au moins le soin de lire ma biographie? Parce que au moins, c'est marqué que je suis un homme. Vous voyez. Mais si je m'appelle Emeraude, alors ça c'est encore une fois, c'est anecdotique. C'est parce que mon père a voulu à moi et à mon petit frère nous donner des noms de pierres précieuses. Ah bon? Mon petit frère s'appelle Gold, c'est l'or en anglais, et moi, c'est Emeraude. Ah d'accord. Pas de diamant, mais émeraude. Émeraude, oui. Et donc, vous n'avez qu'un prénom? J'en ai deux, mais en général, j'exclus le deuxième parce qu'il est fantaisiste. Hein. C'est Lauriciel et il ne veut rien dire. Voilà. Ça aussi, c'est féminin. ça sonne féminin, mais bon, c'est ciel avec un seul L. C'est ciel avec un seul L. Mais oui, c'est vrai que quand beaucoup, déjà à la maison, on m'appelle Laurie, et quand beaucoup disent Laurie, Lauriciel, on pense toujours qu'on a affaire à une fille. Ouais. Alors, voilà. Quel souvenir gardez-vous de l'école? Apparemment, vous dites que on remarque que vous êtes très jeune et l'école, bon, on s'est renseigné, mais j'aimerais bien savoir avec vos mots. Alors, l'école. Bon, en résumé. Je vais vous aider. Oui. On a appris que vous étiez très remarquable à l'école, le fait que vous étiez courte de taille et que vous étiez très intelligent, toujours premier dans l'établissement, mais il y a aussi autre chose. Oui, il y a autre chose. Bon, disons que je n'ai pas toujours bien commencé, hein, parce qu'à l'école primaire, je ne faisais pas toujours la fierté de mes parents. D'ailleurs, mon père m'a souvent traité de crétin quand j'étais au primaire, parce que c'est 22e, 18e, c'est pas ce qui fait la fierté d'une famille. Je me réveille au CM1, parce que j'avais une maîtresse qui me talochait souvent sur le front, et donc ça m'a poussé à redoubler d'efforts. La première fois que je suis premier de la classe, c'est au CEP Blanc, et après, à partir de la 6e, je n'ai pas arrêté d'être premier jusqu'au lycée, en fait. Et à côté de ces performances scolaires, il y avait aussi le fait que j'étais petit.
Voilà, quand je suis arrivé au collège, on pensait que j'étais du primaire. Quand je suis arrivé au lycée, on pensait que j'étais du collège. Vous étiez le plus petit de l'établissement? Pas forcément de l'établissement, mais en tout cas un des plus petits de l'établissement et toujours le plus petit de la classe. Et donc ça m'a parfois valu l'animosité de certains amis hein, qui en avaient marre d'avoir pour chef de classe un abo. Et il y a aussi, il faut le dire quand même, le fait que j'étais une balance, comme on le dit. Parce que j'étais le chouchou des profs, des surveillants, et je savais tout sur tout le monde. En tant que chef de classe, mon DE en 6e m'avait surnommé mon petit policier. Et donc, quand on voulait en savoir un peu plus sur un élève indiscipliné qui avait fait une fugue chez lui, on venait me voir et j'étais capable de dessiner tout un schéma sur une feuille pour que les responsables de l'école et les parents d'élèves aillent retrouver l'élève où il avait fui. Ah bon? Et ça, dans des jeux vidéo, dans des cinéma-clubs? Oui, dans des ciné-clubs à regarder du porno en plein jour, par exemple, en 6e. Et ça m'a valu souvent le courroux, la colère de mes amis. De surveiller les autres? Oui, mais bon, en tant que chef de classe, il fallait que j'ai les moyens de ma politique. Et ça finissait, il n'y avait pas de bagarres? Si, ça m'a valu l'animosité de plusieurs. Bon, mais c'est des bagarres qui ne sont jamais allées loin, puisque ça commence par une gifle ou un coup de tête, et après on vient nous séparer. Et j'avais toujours la protection des surveillants, mais j'avoue que j'en ai reçu des coups, mais d'autres types. Comme par exemple, ça c'est le souvenir le plus méchant en tout cas hein, que je garde, en classe de 4e, des deux amis, alors que je jouais au foot avec le reste de la classe, ont pris le soin d'uriner sur mon table-banc et de marquer à la craie: nous ne voulons pas de toi comme chef de classe parce que tu es court. Et donc on me signale ça, et quand je rentre à l'école, je me rends compte que mon banc puait fort les urines. Comme un traître, mais en classe de 4e, je n'étais plus tout à fait une balance, mais je crois que c'était juste de la jalousie. Ouais. Je ne balançais plus, mais il y avait toujours cette animosité, parce que c'est la même promotion hein, qui quitte la 6e jusqu'à... Et donc, il y a des rancunes du passé qui demeurent. Toujours premier, plus petit, aimé par tous les profs. J'en suis arrivé au point de me faire huer dessus quand une fois j'étais premier de la classe. Et à ne pas me faire applaudir quand une fois j'étais 2e, alors qu'on a applaudi jusqu'au 10e. Donc voilà, mais bon, ce sont des rancunes de jeunesse. Aujourd'hui, tous ces amis-là qui m'en voulaient sont des potes avec qui je partage volontiers une bière, donc il n'y a pas... Voilà, ça aussi, on peut écrire sur cela. Alors, vous êtes à vos débuts en littérature. Comment vous voyez dans 10-15 ans? Alors, s'il faut fantasmer, puisqu'il faut se projeter, bon, ça va paraître prétentieux parce que j'ai une ambition comme ça. Hein. Je veux des baleines dans l'aquarium. Donc, ça se voit. S'il faut que je fantasme sur moi dans 10 ans, je me vois bien dans 10 ans auteur de 10 livres, parce que ce serait bien d'avoir une pérennité. Comme le dit Charles Baudelaire, on a une époque où il faut beaucoup produire, donc il faut beaucoup travailler. Je me vois auteur de 10 livres dans 10 ans. Je me vois être un auteur connu dans le monde, lu partout, traduit dans plusieurs langues. Je vois mon nom être inscrit dans des lettres d'or à côté de ceux d'Alama Bankou, de Tati Loutard, de Chikaya Otamsi, de tous ceux qui ont marqué cette littérature dorée. Parce que la littérature congolaise est puissante, elle a une place de choix dans la littérature africaine. Et je serais honoré en fait d'être ajouté à côté de ces grands noms-là. Ouais. Alors, vous aviez dit presque un livre chaque année, donc on imagine que vous avez un livre en cours. Oui, je travaille sur un roman dès que j'ai fini. Oui. Ah, en fait, dès 2016, dès novembre 2016, j'avais fini tous les poèmes qui constituent l'ossature d'Hérésiarque, toute la lyre. Et donc, je travaille sur un roman qui est enfin relativement vers la fin, qui va relativement vers la fin. Il y a toujours des idées qui s'ajoutent, mais je pense le terminer dans moins d'1 an et le soumettre à un éditeur. Qui parle d'eux? Alors, je ne vais pas tout de suite aller dans les détails, mais avant-goût, c'est de la littérature qui mélange à la fois le fantastique, le merveilleux et aussi la réalité, une sorte de réalisme magique. Je m'inspire d'un vieux mythe Congo que je ramène en 2016 et à partir duquel toute la vie de plusieurs personnages va basculer jusqu'au dénouement final. Et je pense le titrer, sauf si l'éditeur change, on n'osera plus bronzer à poil sur les Balkans. Donc, au secours. Voilà. Alors pour finir, l'Hérésiarque, toute la lyre, tirée à combien d'exemplaires déjà? À 300 exemplaires pour l'instant, c'est le premier tirage.
il est déjà vendu en France. Bon, 300 exemplaires, à part ceux qui sont livrés à la presse, parce qu'il y a un service de presse toujours. Et il y a ceux que l'auteur reçoit ici pour faire une promotion locale. Mais sinon, au niveau de la France, de la Suisse, de la Belgique, donc les pays d'Europe, il y a 300 exemplaires qui sont envoyés chez les libraires et un peu partout. Et on peut le trouver où? Où est-ce qu'on peut le trouver? Bon, en France, je dirais chez n'importe quel libraire qui pourrait le commander, et aussi sur les sites de vente en ligne. Mais au Congo, j'ai placé dans plusieurs librairies et je me rends compte que le stock est quelque peu déjà écoulé. Donc il nous reste des exemplaires à la librairie Les Manguiers, des Dépêches de Brazzaville, et aussi à la FNAC. Voilà, Emeraude Kouka, ça a été un plaisir de vous avoir dans ce programme. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous avez quelque chose adressé à nos téléspectateurs ou bien on peut conclure? Alors, ce que je dirais aux téléspectateurs, c'est de lire, de beaucoup lire et d'aimer la poésie parce qu'aujourd'hui, par rapport au lectorat, c'est le parent pauvre de la littérature. Lisez beaucoup, surtout de la poésie, car comme le dit Charles Baudelaire, tout homme en bonne santé peut se passer de manger, de boire, mais de poésie jamais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut!